Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Divergence politique. Et on va parler aujourd'hui de la censure. On a la chance et le plaisir de recevoir Martial Bild, cofondateur de la chaîne qu'on adore, TVL. Martial, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Alexis, merci de me recevoir. Ouais, c'est nous qui sommes toujours heureux, Martial, de te recevoir sur cette chaîne. Alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui, mais on va parler globalement d'un effet qui est grossissant. C'est la censure des médias, on va dire non mainstream, ou des médias d'opposition, on peut les appeler comme on veut, au sein de l'Union européenne et également en France. Alors, on l'avait vu dans ce fameux tweet et puis dans les discours d'Elon Musk il y a de ça un peu plus d'un an lors de la campagne de Trump. Trump n'était pas encore élu, on était en pleine campagne électorale et il disait avec beaucoup d'énergie, vous êtes les nouveaux médias, en parlant de tous justement ces blogueurs qui ont aidé Donald Trump à être élu, Joe Rogan, Candace Owens, tous avec leur chaîne, Charlie Kirk, etc. Et puis tout est. Donc il y avait ce dynamisme autour des médias non mainstream, TVL en France, que ce soit Divergence Politique, Toxin, GPTV, enfin bref, tous ces acteurs-là. Et on pensait vraiment à un renouveau, voilà, une liberté, un souffle de liberté d'expression. Est-ce que ça a échoué? Ah non, ça n'a pas échoué, mais il y a eu une riposte, ce qui est bien logique. Vous ne pensez pas, Alexis, que le système qui dispose de moyens considérables, y compris de police d'ailleurs, de justice et financiers, allait rester les bras croisés face à ce qui est considéré comme une offensive dangereuse de leur point de vue, concernant l'ensemble du système médiatique du parti des médias, ce que j'ai toujours appelé, moi, le parti des médias. Mais donc, c'est une riposte à laquelle nous devons faire face. Alors, nous n'avons pas échoué, au contraire. Nous avons réussi une première étape, et c'est vrai que nous sommes peut-être un peu freinés dans cette seconde étape par une riposte qui est, comment dire, de grande ampleur, puisqu'elle est sur tout l'ensemble du spectre de la répression. Effectivement, il y a peut-être une connivence entre les médias aujourd'hui en France, notamment le monde des affaires, la politique. C'est pas très clair. On a des très riches hommes d'affaires qui s'approprient finalement en petit nombre l'intégralité des médias dominants. Et on voit une, euh, oui, vraiment une connivence entre le monde des affaires et le monde politique, avec vraiment le fait de truster tous les médias et de laisser vraiment des miettes à nous, finalement, avec des barrières qui sont mises. On parlait de l'invisibilité, notamment sur les réseaux sociaux comme YouTube. On peut montrer aussi, alors si ma vignette veut bien démarrer, voilà, ce qui s'est passé aussi avec TV Liberté, notamment, où vous avez eu des problèmes sur le maintien de vos comptes bancaires, ce qui est essentiel pour une entreprise comme la vôtre, en tout cas une association comme la vôtre, avec une densité d'actions pour pouvoir continuer à exister. C'est quoi cette répression sans fin sur ces médias qui essayent de voir le jour? Alexis, plusieurs points. Premièrement, les forces d'argent, elles ont toujours existé, elles seront toujours là et elles ne sont pas de notre côté. Ça, c'est clair. Il y a quand même au sein de ces forces d'argent peut-être apporter un petit éclaircissement. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait des oligarques et de l'autre côté des philanthropes, pour faire simple. Donc on peut être riche et philanthrope. Je pense par exemple à mon époque, Marcel Dassault, qui était le dirigeant de presse, ou le fils Dassault après, intervenait dans le Figaro, qui était son journal, qu'une fois par an, pour présenter les vœux, et encore, c'était soumis au comité de rédaction, alors qu'il en était le propriétaire du journal. C'est une attitude que j'appelle de philanthrope. L'attitude d'oligarque, c'est celle de M. Pigasse, qui, profitant des moyens financiers qui sont les siens et des achats des journaux qu'il s'est accaparé, dit, avec ces médias, je veux contrôler. Donc il y a véritablement, c'est son propos, contrôler, il y a la volonté, donc avec son argent, d'imposer son propre point de vue, qui est bobo extrémiste de gauche, vivant dans un univers absolument privilégié. Donc là, ce n'est pas un philanthrope. Et les philanthropes sont souvent, on va le dire, à droite. Et les oligarques sont souvent à gauche, c'est-à-dire qu'ils profitent de leur argent pour faire avoir du pouvoir, et un pouvoir qu'ils entendent exercer, y compris sur les idées.
Et c'est ce que fait M. Pigasse. La répression, mais après, elle prend toutes les formes. Bien évidemment, quand pour TV Liberté, on l'a agonie d'injures et sali en le traitant de tous les termes qui sont faits pour ghettoiser un média alternatif. Puis, dans un second temps, on nous a empêchés d'avancer sur les vecteurs de diffusion de notre pensée, c'est-à-dire très clairement YouTube qui nous a mené une guerre, qui continue à le faire par des moyens plus sourds, mais qui le fait quand même. Et ça, c'est une deuxième possibilité. La troisième possibilité, eh bien, c'est effectivement de s'en prendre au portefeuille, petit portefeuille de TVL. Je vous rappelle, Alexis, que le budget annuel de TV Liberté permet de faire en France une émission de The Voice, une émission de la Starac, et une émission de Léa Salamé sur France 2. Vous regardez ça vendredi, samedi, dimanche, 3 émissions en un an, c'est le budget de TV Liberté pour une année aussi. C'est dire que c'est petit portefeuille. Mais oui, la répression, là, elle se porte directement sur le portefeuille, puisqu'on nous a, et vous l'avez dit, fermé l'ensemble de nos comptes bancaires, de nos associations, des 2 associations de TV Liberté, mais aussi de notre société de production. Nous nous sommes retrouvés donc sans aucune capacité, aucune, à la fois de recevoir des dons, de payer aussi, bien évidemment, nos prestataires, nos salariés. Et cela a été pendant 3 mois une difficulté qui a été de grande ampleur pour TVL. Pendant qu'on fait ça, en plus, on ne fait pas autre chose. Hein. Et cette débancarisation, puisque c'est le terme aujourd'hui de TVL, a été bien évidemment un coup qui se voulait mortel, qui ne l'est pas. La preuve, regardez, tout va bien, mais néanmoins qui nous a bien évidemment blessés et qui nous a retardés. Et je dis, et je conclus par cela, j'ai utilisé le terme de débancarisation. C'est un néologisme, un terme nouveau, mais qui prend une telle ampleur en France, qu'aujourd'hui, il devient familier, qu'il y a des articles de presse, notamment de François Bousquet, par exemple, dans le JDD, Journal du Dimanche, qui a fait une enquête sur ce phénomène de débancarisation qui touche la presse alternative, qui touche les opposants, en fait, au pouvoir. Et c'est bien évidemment criminel. J'ai dit vraiment, c'est criminel parce que c'est profondément injuste, que c'est bien évidemment fondé sur strictement rien et que les recours sont très faibles. En France, le seul recours que nous ayons, c'est que la Banque de France est obligée de nous redonner un compte bancaire. La loi qui oblige à ce que la banque indique pourquoi vous, Alexis, pourquoi moi, Martial, pourquoi TVL ont été virée de la banque, cette loi-là, elle est au Sénat et elle est bloquée au Sénat depuis des mois et elle attend d'être, comment dire, avancée dans le programme parlementaire, alors qu'il s'agit tout simplement, je vous le rappelle, de décider qu'on puisse savoir pourquoi on a été viré. Au moment où nous sommes, c'est depuis le mois de mai, nous sommes dans l'incapacité de dire pourquoi nous avons été virés. Ce que nous savons, c'est qu'on ne pouvait nous faire aucun reproche. Je le dis pour les téléspectateurs, aucun reproche. Donc, on n'avait pas de dette, on n'avait pas de malversation. Aucune, bien évidemment. Ça faisait 12 ans qu'on n'avait aucun problème avec cette banque. La deuxième chose, nous n'avons donc aucun reproche et nous savons aujourd'hui que c'est une décision qui a été une décision d'une personne à haut niveau dans cette banque-là et que c'est bien évidemment sur ordre politique. Donc là, on est véritablement dans un système de répression qui rappelle des pays dits autoritaires, voire totalitaires. Alors que nous sommes censés être justement l'exemple de démocratie. Marcel, par rapport à ce que vous avez dit, je rappelle aussi un point, c'est que finalement sur Pigasse, dont vous avez parlé, ça rappelle totalement ce qui s'est passé il y a 10 ans en pour an, avec Pierre Berger qui disait « Je mettrai à disposition du candidat à l'époque Macron l'intégralité de mes capacités, de mes moyens. » Et ces moyens, c'était Le Monde, c'était tous ces énormes médias. Pigasse, aujourd'hui, c'est aussi une alliance avec Xavier Niel. Donc, bon, voilà, on est véritablement dans Et vous noterez, Alexis, que Pierre Berger, que vous avez connu comme moi comme étant l'oligarque puissance 10 et la valeur ajoutée de l'ensemble de la gauche socialo-communiste et même d'extrême gauche, Pierre Berger aujourd'hui est absolument cancelisé, a disparu pour des raisons évidentes du son passé particulièrement sulfureux qui s'est révélé, mais qu'on pourrait révéler encore plus. Mais là, bien évidemment, il n'y a pas de complément d'enquête sur cet homme-là qui a pourtant
fait la une de la presse de Saint-Laurent à Mmh. Marrakech Mmh. et de la rue de Babylone où il avait son hôtel particulier jusqu'aux portes du journal Le Monde. Il y aurait Mmh. beaucoup à dire sur Pierre Berger. Si Pigasse Ah. ressemble à Pierre Berger, Non. Je pense, alors là, c'est un autre sujet, mais on pourrait faire une émission, mais je pense que Pierre Berger a été euh, le modèle de tout ce que l'on connaît aujourd'hui en termes de gestion de médias. c'est Dernier clair. point aussi par rapport à ce que vous parliez de Léa Salamé, service public, qui a été entendu ces derniers jours notamment sur le fait qu'elle ait des doubles perceptions financières, notamment par le biais de sa société de production, où elle se justifiait en disant bah oui mais si c'est pas moi ce sera ces méchants russes, donc tout va bien quoi. On peut piquer l'argent des Français parce que c'est pas pour elle qu'elle le fait, c'est vraiment pour empêcher les Russes de le C'est faire pour la cause, bien c'est sûr. pour la cause. Donc, C'est pour la cause. alors, Non, j'ai trouvé que l'argument était exceptionnel. On oui. voit justement dans cette période post-élection trumpiste, les premiers mois, il n'y a pas eu une énorme révolte du camp, entre guillemets, du bien dont vous parliez en début d'émission, mais on voit que ces derniers mois, ils se sont ressaisis, ils se sont repris. On voit, et je vais l'afficher donc là à l'écran, Xavier Moreau, Jacques Beau, qui ont été des exemples sur cette fin d'année 2025 de censure extrême, où là, on est rendu à un stade où désormais, pour des propos politiques, on peut avoir une censure qui s'opère sans même tribunal, sans même décision, je ne sais pas, d'une assemblée nationale ou d'un conseil des ministres. Il y a une opacité subitement qui apparaît et qui permet de donner toutes les sanctions sur qui que ce soit qui irait dans le sens contraire, je dirais, de ce fameux camp du bien dont nous parlons. Je rappelle qu'une députée, alors c'est à proposer à loi, hein, heureusement ça c'est pas encore mis en proposition, mais ça pourrait l'être. Elle a proposé l'idée que pendant les élections présidentielles de 2027, afin d'éviter toute ingérence étrangère, on puisse momentanément, donc sur la période des élections, en fait, censurer toutes les chaînes d'opposition, tous les petits médias d'opposition qui pourraient être amenés à faire comment on appelle ça, des fake news, voilà, ou en tout cas être des relais d'ingérence étrangère. Donc, afin d'éviter d'avoir à faire des contrôles, eh bien, on les censurerait avant l'élection, on les réouvrirait après l'élection, et puis merci, au revoir, messieurs, dames. On est quand même dans un monde qui s'accélère en termes de censure, non? Oui et non, etc. Moi, je vois cela comme une tentative désespérée de maintenir le discours et le narratif officiel. Et pour cela, ils sont prêts à utiliser tous les moyens et ils sont sévères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on stigmatise des personnalités. Je dis tout de suite, concernant Xavier Moreau et Jacques Beau, que je suis scandalisé par l'impossibilité ou les avanies dont ils sont l'objet en France. C'est un vrai scandale, d'autant plus qu'ils transportent des idées et que ces idées-là, elles ont le droit de s'exprimer et on a le droit aussi, bien évidemment, de les combattre. Évidemment, mais ce n'est pas une nouveauté. Et en France, Alexis, on a mis et on met encore des gens en prison pour leurs idées, non pas pour leur comportement, leurs attitudes, leurs crimes, mais pour leurs idées. Voilà, une nouvelle fois, même si je ne suis pas d'accord, c'est pas le cas de Moreau, mais si je ne suis pas d'accord avec les idées qu'ils professent, il n'y a pas de raison de les mettre en prison pour leurs idées. Par contre, on a le devoir, quand on n'est pas d'accord, de les combattre et d'apporter des arguments contre. Voilà ma vision. Mais moi, j'ai une vision qui est celle des libertés, de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression et de la suppression des lois liberticides qui sont en France. Parce que, Alexis, vous me dites que cette répression s'accentue, mais elle n'a jamais cessé de s'accentuer. C'est vrai. Les lois, de la loi Pleven à la loi Guesso, en passant par tout le reste, par l'impossibilité aujourd'hui de s'en prendre à telle communauté ou à tel point de vue, de ne pas pouvoir évoquer un point de vue. Vous voyez, par exemple, je reprends toujours un autre point de vue qui est beaucoup moins polémique. On peut être pour le droit pour la vie, on peut avoir l'idée que l'on est contre l'avortement de principe. Mhm. Eh bien, ça, aujourd'hui, est totalement réprimé. Alors, médiatiquement réprimé, oui, mais on est presque à une répression qui sera une répression judiciaire dès lors qu'on ne veut pas la mort, mais qu'on propose la vie. Quand on propose la vie de l'enfant à naître, quand on propose la vie, le maintien de la vie de l'homme âgé,
On est aujourd'hui en contravention avec la loi médiatique et bientôt avec la loi tout court. C'est pour vous dire que ce système-là est un système en perdition. Je veux vraiment que vous soyez convaincus de ça. C'est un système en perdition, comme tout système en perdition, comme toute bête blessée, eh bien, elle donne des coups, et ces coups, ils portent et ils font mal. Donc, il ne faut pas sous-estimer la bête, mais elle est blessée, et nous l'avons blessée. Et nous l'avons blessée pour la première fois, au même titre que la commission d'enquête sur l'audiovisuel en France permet pour la première fois de démontrer que le système audiovisuel est devenu, après un coup d'État, un véritable coup d'État, un média où règne l'entre-soi, où règne la mafia, où règne l'omerta, et où règne aussi, et j'ai le sentiment, la corruption. Bon, ben ça, c'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. Moi, j'ai attendu 50 ans. In deserto, je hurlais sur le comportement des médias publics audiovisuels français financés par les Français. C'était un peu dans le désert. Aujourd'hui, eh bien, c'est sur la place publique. Ça ne bougera pas pour autant, le fonctionnement. Vous voyez, Mme Van Leert, directrice de France Inter, vient de partir. Elle est remplacée par Céline Pigalle. Dans l'heure, Céline Pigalle s'est fait connaître de manière merveilleuse pour avoir chassé, quand elle était directrice de l'information de iTélé, avant CNews, d'avoir chassé Éric Zemmour, considérant que quand on ne pouvait plus beaucoup débattre avec lui, donc il fallait mieux se priver de sa participation. Voilà. Donc, mais justement, en parlant de débats qui n'auront pas lieu, et ça renforce la question que je vous posais, c'est finalement cette loi qui est proposée aujourd'hui sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Alors, dans un premier temps, l'analyse de la loi ou de la proposition de loi a été acceptée par les députés, on le voit notamment sur cet article du Monde. Là, encore une fois, c'est cette accélération, moi j'ai l'impression, cette accélération de la réaction de la fameuse bête blessée dont vous nous parlez, Martial. Oui, je trouve que c'est une loi intelligente et perfide. Intelligente parce que, bien évidemment, d'instinct, on se dit que si on peut protéger nos gamins de moins de 15 ans de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de tout ce qui se passe sur Internet, plus largement, c'est une bonne chose parce que cela pourrit notre jeunesse, elle a pourri au minimum mentalement. Donc on se dit, oh, bah, ça va dans le bon sens. Et là, il y a un et puis, et je voudrais vraiment que tous les députés soient, convaincus de cela, il y a quand même cette idée que pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont accepté de pourrir notre jeunesse depuis des décennies, qui leur ont offert toutes les formes de pourriture, y compris le porno qu'on n'a jamais voulu contrôler. On n'a jamais d'ailleurs attaqué l'industrie porno qui se porte bien en France et en Europe. On ne l'a jamais taxé. Il a fallu attendre ces derniers mois et de manière mal faite en plus. Bon. Donc, pourquoi ceux qui ont sali notre jeunesse et qui ont volontairement sali notre jeunesse sont aujourd'hui les mêmes qui veulent la protéger? Et je me dis, là, il y a un loup. Et ce loup, c'est que les jeunes aujourd'hui, on les empêche de sortir. Pour des raisons de sécurité, ils ne sortent plus. Quand j'étais gamin, moi, à Paris, je passais ma vie dehors, dans la rue, à me balader, etc., à me promener, on jouait au ballon dans la rue, etc. Tout ça, c'est fini pour des raisons de sécurité. Bon. Donc, on les maintient chez eux. Et on nous dit, maintenant, il faut leur interdire les réseaux sociaux. Parce que les parents ne font pas leur travail et que c'est l'État qui doit faire le travail à la place des parents? Ça n'est pas acceptable. Parce qu'on n'est pas capable, en termes technologiques, d'empêcher un jeune de moins de 15 ans d'avoir un téléphone intelligent ou un téléphone intelligent qui soit muselé, alors que l'intelligence artificielle permet totalement cela aujourd'hui. Ça n'est donc pas acceptable non plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et derrière, c'est d'un seul coup qu'on apprend que pour savoir s'il a 15 ans, on demandera l'identité de tout le monde et l'âge de tout le monde. Et puis l'identité de tout le monde. Et donc, on sera dans un système orwellien. Et c'est celui-là qui se prépare. C'est ce que prépare, c'est la capacité qu'on doit avoir de suivre les uns et les autres dans tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Sur les questions de santé, via la carte vitale et la petite puce qui régit l'ensemble de votre santé. Et un jour qui viendra, il n'est pas loin, eh bien, quand vous irez chercher un travail et un boulot, eh bien, votre employeur regardera non plus ce que vous avez fait sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais il ira regarder sur votre carte vitale si vous n'avez pas une grave maladie, si vous ne lui coûterez pas cher en termes d'absence. Ça, ce monde orwellien, il est en place. C'est-à-dire, avec l'euro numérique, notamment. Et bien sûr.
tout ce Bien sûr, c'est contrôle des aujourd'hui. libertés. Alors justement, en parlant de contrôle des libertés, bah là, on va afficher une autre vignette que celle-ci. On y vient, c'est l'actualité de la semaine. La perquisition qui a été réalisée hier, donc dans les locaux de X, anciennement Twitter. Elon Musk notamment en parle. Il parle de cette. Alors voilà, je reprends le tweet de cette attaque politique. Voilà. Même les gros, finalement, même les puissants, parce que X est quand même un média extrêmement puissant, même les puissants médias ne sont pas à l'abri de la censure. Non. Euh, La blague, c'est que Twitter Paris, Twitter France, c'est pas Elon Musk qui le dirige. Et ceux qui travaillent sur Twitter, sur X en France, doivent partager assez facilement le point de vue de la Macronie plus que celle des médias d'opposition et médias alternatifs. Donc c'est comique. Et c'est comique aussi de dire bon, on va convoquer Elon Musk en France. C'est comme si on me convoquait au fin fond de l'Andalousie pour aller répondre de ce que TVL fait en France. Je veux dire, pour Elon Musk, la France, malheureusement, je suis désolé de dire, moi je suis un patriote, donc ça me fait mal au cœur à chaque fois que je dis ça, mais la France, c'est peanuts. c'est un Voilà, micro-marché. clairement. Marcel Bild, est-ce que finalement Pavel Durov a raison quand C'est ce que j'allais dire. il dit la France n'est pas ou n'est plus un pays libre. Oui, moi je veux dire, ce n'est plus un pays libre. Je dirais seulement à Pavel Durov, on n'est quand même pas, la France n'est pas le seul pays qui ne soit pas un pays libre, il n'a pas une spécificité française, parce qu'en Europe, ça se propage de la même façon. Je veux dire, en Allemagne, on en est non pas là à interdire la pensée, on en est à interdire le parti qui porte la pensée. On veut interdire l'AfD, qui représente aujourd'hui en sensibilité un tiers de la population allemande. Donc, vous voyez que dans tous les domaines, dans tous les pays d'Europe, on cherche par tous les moyens à, comment dire, à empêcher cette vague qui n'est pas un tsunami encore, mais dont ils pressentent que c'est un tsunami et que des millions de personnes leur échappent. Il y a des millions de personnes qui ne regardent plus ce qu'ils disent, qui n'écoutent plus ce qu'ils disent. Voilà. Et donc le président de la République français, il parle dans le désert. Quand il prend la parole aujourd'hui, Alexis Taha, ce sont des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent, là où il y avait des dizaines de millions de personnes qui devaient écouter le président de la République. Bon, donc plus personne ne l'écoute, il parle dans le désert, il est dans le désert, il se transporte, il va de cantine à je ne sais où d'ailleurs, vous voyez la preuve, je ne sais même plus où il se rend, il va à l'étranger, tout le monde se fiche de ce qu'il se dit et à l'étranger, tout le monde se fiche de ce qu'il est. On en est là. Donc, il voit bien que derrière sur eux, c'est un sable mouvant et qu'ils sont en train de s'effondrer. Ben, ils donnent des coups de butoir pour pouvoir vivre. Ils ne sont pas morts, ils sont blessés. J'insiste vraiment sur cette notion-là parce que nous allons prendre des coups qui seront encore des coups plus sévères. Et le coup le plus sévère, ben, c'est comment dire, l'élimination physique. Et là, on peut se dire, mais Monsieur Bild, poussez pas. Mais enfin, Charlie Kirk, lui, sait ce que ça veut dire, l'élimination physique. Malheureusement. Dans une démocratie. Non, mais absolument. Et ce qui est très grave, et je le mets là en vignette, c'est BFM TV. C'est-à-dire qu'on a des médias qui se complaisent dans la censure d'autres médias. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'envisagent même pas que peut-être un jour ça pourrait leur arriver. Ça pourrait être une fable de La Fontaine, ça. Voilà. Donc, cette connivence au pouvoir. Pour les médecins, on dit toujours les médecins ont un code de moralité, un serment d'Hippocrate sur lequel qu'ils ont fait. Là, pour les journalistes, pour certains journalistes, visiblement, il n'y a pas de serment d'Hippocrate qui existe, très clairement. C'est la survie, c'est ça? C'est la survie des médias gouvernementaux, ou en tout cas des médias bien pensants? Il y a le terme pédopornographie. Je voudrais qu'on me dise clairement ce que BFM a fait, clairement, pour lutter contre la pédopornographie. Est-ce qu'il a, par exemple, cessé d'inviter les personnalités politiques dont on sait, dont on soupçonne qu'elles aient eu des comportements qui les amènent à fricoter avec ce domaine de la pédopornographie? Est-ce que quand le candidat LFI en France, M. Cottineau, candidat LFI, représentant l'organisateur de la Gay Pride à Ancenis, en Loire-Atlantique, est arrêté pour avoir violé en groupe un enfant de 2 ans pendant plusieurs heures.
voire pendant toute une journée, pour avoir violé l'enfant dont il avait la garde, dont les services sociaux de Loire-Atlantique, les services socialistes du département, avaient donné à ce monsieur Cotineau la garde d'un enfant, une petite fille handicapée de 4 ans qu'il violait sur son lit thérapeutique. Est-ce que ça, BFM a, mené l'enquête? Je dois dire que pour être honnête, c'est le journal Le Parisien qui l'a fait. Je le salue parce que c'est pas son habitude et c'est pas son comportement. Voilà, moi quand on lutte contre la pédopornographie, il y a des gens qui luttent contre la pédopornographie, mais la vraie, celle qui tue, celle qui souille. Et cela, si BFM est en pointe là-dessus, alors je dis bravo. Je dis bravo. Je suis pas sûr. Pour l'instant, effectivement, l'actualité, notamment sur les derniers rebondissements de l'affaire Epstein, n'a pas montré effectivement un grand bouleversement dans la ligne non, de j'ai programmation entendu. des médias. Bon. J'ai entendu par exemple des interviews, c'est pas forcément sur BFM, j'ai entendu une interview de Jack Lang, je crois que c'était sur RTL, en l'occurrence. Bon, il raconte ce qu'il a raconté, c'est pas mon souci, c'est pas mon propos du jour. Je sais ce que je dois penser. Mais il y a pas le journaliste ne lui dit pas que dès 2008, Epstein a été condamné. Donc à partir de 2008, quand on est encore un interlocuteur de M. Epstein, eh bien, on est, au courant. Il y a Surtout pas quand on est une personnalité politique. Bien sûr. Donc il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de pardon On est possible. d'accord. Et donc je pense que la Légion d'honneur de M. Jack Lang, il devrait être amené à la rendre rapidement. Marcel Bild, 1000 fois merci en tout cas. Je rappelle à toutes et à tous, vous le voyez juste au-dessus de ma petite vidéo, eh bien il y a, alors je sais que vous n'aimez pas quand on fait des anglicismes sur cette chaîne, alors je vais le dire en français. Il y a un j'aime, donc n'hésitez pas à faire un j'aime à cette vidéo, à vous inscrire à Divergence Politique, mais pas qu'à Divergence, je le dis depuis le début d'année, enfin je le dis depuis même le mois de décembre. Abonnez-vous à chaque émission de Divergence, on le répète. Abonnez-vous à toutes les chaînes Divergence Politique, bien entendu, sur YouTube, TVL, bien entendu, Toxin, tous ceux que vous suivez, Alexis Poulain, tous ceux que j'oublie de citer à chaque fois, nos amis d'égalité et réconciliation, voilà, abonnez-vous, suivez tout le monde parce que la censure, demain, peut nous fermer une chaîne ou une autre. Bon, voilà. Donc, et si vous me permettez d'ajouter quelque chose, arrêtez de sûr. regarder le journal de TF1 20h, arrêtez de regarder le journal de France de 20h, ça va vous faire du mal. Profitez-en pour regarder les médias alternatifs. Prenez du temps de cerveau pour le régénérer, non pas pour le salir. Voilà, j'espère que sur notre chaîne, plus personne ne regardait ces médias-là. En tout cas, Martial, 1000 fois merci. Toute notre amitié et notre soutien dans le combat que mène TVL au quotidien. Sur ces chaînes, suivez TVL, que ce soit sur YouTube, sur le site de TV Liberté, le site internet, voilà, partout. Merci à vous. À très bientôt. Merci.